Merci à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour une présentation des nouveautés. Donc, je suis Romain Quina, je suis le directeur marketing de Nomios. Et donc, on a aujourd'hui avec nous pour NoName Stéphane Benfredge et Ilana Madar. Et pour XM Cyber, Karl Buffin et Rudy Liotto, à qui je Bonjour. passerai la main Bonjour à tous. au fur et à mesure. Bonjour à tous. Très rapidement, peut-être que tout le monde ne connaît pas très bien. En quelques mots, donc Nomios, depuis cette année, on est plus de 200 collaborateurs. On est présent sur 10 agences en France. Et notre nouveauté depuis l'année dernière, c'est un nouveau service qui complète notre service manager, notre support et notre intégration. C'est le service SOC. Donc vous pourrez avoir plus d'informations si vous venez sur notre site internet ou vous demanderez à votre correspondant habituel de chez Nomios et on sera ravi de pouvoir vous faire une présentation. Nomios fait partie depuis quelques années maintenant d'un groupe européen qui s'est renommé lui aussi groupe Nomios, qui s'appelait à l'origine Infradata. Et donc on est présent dans 7 pays avec maintenant, mon slide ne doit plus être à jour, quasiment 500 employés. Et on espère passer la barre des 300 millions d'euros en 2022. Alors, notre expertise, je ne vais pas vous citer tout ça, mais c'est pour vous montrer qu'on est spécialisé dans la sécurité d'infrastructures et dans le réseau. Donc, il y a sûrement plein de mots qui vous évoquent des choses. Quand je vous ferai passer les slides, regardez ces mots, ces différents mots sur lesquels on peut intervenir. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour tous les types de projets que vous voyez apparaître sur notre expertise. Quand on met ces mots-là, bien sûr, c'est un peu du name dropping, mais sur tous les mots qui sont présents là, on a des ingénieurs réellement qui sont certifiés. Et on a 70% des personnes qui sont chez Nomios qui sont des ingénieurs au support, à l'intégration, au service manager et au SOC. Donc des nouveaux besoins au catalogue. Pourquoi on a rajouté des nouveautés en 2021 et donc maintenant début 2022. D'abord la sécurité des API. 80% du trafic Internet est constitué de transactions API. Donc c'est vraiment une réalité de plus en plus prégnante ces dernières années, notamment avec les smartphones et puis les échanges de plus en plus importants entre les entreprises. Donc c'est une problématique qui est généralisée et qui est quasiment présente dans toutes les entreprises. 30% des API sont inconnus des DSI. Donc ça, c'est un chiffre que NoName nous a fourni, c'est-à-dire que quand ils installent dès le début leur application et qu'ils essayent de découvrir les API, ils se rendent compte que l'inventaire est en général vrai à 70% et que donc il y a beaucoup de shadowing sur les API. Donc l'inventaire, il doit être automatisé pour pouvoir être sûr d'avoir fait le tour de toutes les API qui sont chez vous. Donc, qui dit API dit transaction web. Vous avez sans doute des WAF qui sont installés. Vous avez sans doute envisagé d'installer des WAF pour sécuriser vos applications web. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les bons protocoles pour les API. Les API, ils parlent en REST, ils parlent en gRPC. Et donc, il va falloir utiliser des outils avec des besoins qui examinent des besoins protocolaires spécifiques. Enfin, les API Gateway protègent vos API sur les protocoles, mais ils vont protéger uniquement les API, les flux des API. C'est-à-dire qu'ils vont être comme les WAF sur le flux entre les utilisateurs et l'interface API, mais ils ne vont pas voir tout ce qui est la maîtrise des schémas des API, le développement des API, etc. Donc pour tous ces besoins qui sont nouveaux, on a décidé du coup de faire entrer un nouvel acteur, donc qui est NoName. Et Stéphane va vous faire une présentation. Alors pour ne pas passer la main 50 fois, j'enchaîne aussi sur la présentation d'XM Saber
Et puis après, je passerai la main à Stéphane qui commencera. Alors, nouveau besoin de gestion des chemins d'attaque. Jusqu'à présent, Nomios ne faisait pas tout ce qui était pen test, couverture de risque. On pensait que ce n'était pas exactement notre métier de sécurité d'infrastructure. Sauf qu'en fait, les besoins changent et on se rend compte que les pen tests sont plus des photos et qu'il y a des outils maintenant qui arrivent à faire des vidéos des risques sur votre SI. Et la couverture de cartographie de votre SI et de cartographie des risques est maintenant possible avec de nouveaux types d'outils. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de rajouter ce type d'outils à notre catalogue. Et puis, vous avez tous passé, à mon avis, un très mauvais week-end avec la faille de Log4j, sans savoir forcément prioriser ou patcher. Et ces outils de gestion des chemins d'attaque comme XM Cyber, ça va vous permettre de prioriser les risques à couvrir et notamment les risques de patching. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de rajouter XM Cyber à notre catalogue. Voilà, donc ça c'est une introduction un peu rapide. Je vais donc passer la main à Stéphane qui va vous faire une présentation de la partie sécurisation des API. Alors Stéphane. Merci Romain et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour cette session organisée par notre partenaire Nomios en compagnie de nos amis de XM Cyber. Donc, je m'appelle Stéphane Benfrej, je fais partie de l'équipe Solution Architecture chez NoName. Du coup, avant de parler solutions, je voudrais partager avec vous quelques éléments sur le marché, notamment des tendances que nous rencontrons aujourd'hui dans les engagements avec nos clients. Dire un mot également des initiatives au niveau de la fondation OWASP autour de la sécurité des API. Revenir sur un point que Romain a mentionné en introduction par rapport aux composants qu'on connaît plus traditionnellement, notamment les passerelles API et les firewalls applicatifs, et peut-être mettre l'accent sur les limitations au niveau de ces composants, ce qui va nous amener à définir une nouvelle stratégie pour adresser cette problématique de sécurisation des API, et nous regarderons ensemble comment la plateforme NoName permet d'exécuter autour de cette stratégie. Donc juste peut-être un petit mot d'introduction. Donc Romain effectivement a mentionné des statistiques au niveau du trafic. Les API sont un élément critique. Aujourd'hui, tout pipeline moderne va utiliser des API pour faire communiquer des morceaux de logiciel. Et je dirais la grosse différence entre maintenant et il y a 15-20 ans, c'est que aujourd'hui, les API vont permettre de donner accès à quasiment toutes les données d'une organisation, y compris des données extrêmement sensibles, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Quand nous discutons avec des clients aujourd'hui, on se rend compte que le panel API, l'écosystème API est assez complexe chez les clients, notamment par rapport aux transformations au niveau du cloud. Donc du coup, les clients ont beaucoup de mal à savoir combien ils ont d'API, où ces API sont-elles déployées, comment sont-elles exposées. Pour certaines, sont-elles Internet facing ou pas. On se rend compte qu'il y a également beaucoup de silos dans l'organisation par rapport à ces API, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Il y a un autre phénomène que l'on observe avec nos clients, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de pression au niveau des équipes de dev pour délivrer par rapport à ces fonctions qui sont business critical. Et du coup, les équipes de dev parfois passent pas toujours par la case sécurité. On ne va pas toujours suivre les process sécurité, ce qui peut amener à avoir des API exposés à la va-vite ou dans le cloud sans passer peut-être par les standards et la gouvernance de l'organisation. Donc, quand on met tout ça bout à bout, finalement, on a un vecteur d'attaque idéal, on a une surface d'attaque idéale pour quelqu'un qui voudrait exfiltrer des données d'une organisation.
Donc, si on regarde ce qui est passé en 2021, il y a un certain nombre d'organisations qui ont été malheureusement impactées par des exfiltrations de données à travers des API qui étaient mal configurées, qui avaient des vulnérabilités. J'en ai cité quelques-uns sur mon slide. Il y a également une remarque, une observation du Gartner qui est assez intéressante, où on voit qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes au niveau des organisations, et on le voit également dans les engagements qu'on a avec Nomios. On voit que certaines organisations sont inquiètes sur la partie sécurité, du coup se retrouvent à ralentir la mise en production de certaines applications slash API par rapport à ces inquiétudes. Donc, une API compromise, si on regarde ça depuis sur l'aspect business, ça peut entraîner une indisponibilité. À un moment donné, on peut être amené à arrêter le service pour fixer le problème. Ça peut entraîner des pertes financières. Ça a bien sûr un image important sur l'image l'image de l'organisation. Et ça peut conduire à des amendes par rapport au fait que certaines réglementations impliquent une obligation de résultat. Donc, du coup, si on n'est pas capable de protéger les données de ses clients, par exemple, on peut être soumis à des amendes, notamment par rapport à travers la réglementation GDPR. Donc, si on regarde aujourd'hui sur le marché de la sécurité, sur je dirais la communauté de la sécurité, l'OWASP, qui est une fondation extrêmement connue, qui fait référence depuis plus d'une quinzaine d'années sur le sujet de la sécurité applicative, et qui a notamment historiquement un top 10 que tous les éditeurs de firewall applicatifs utilisent comme référence, et que bon nombre d'organisations aujourd'hui utilisent comme référence sur le côté firewall, sur le côté application security, pardon. En fait, l'OWASP en 2019 a conclu que le sujet de la sécurité des API était trop spécifique et ne pouvait pas rentrer dans ce framework traditionnel de la sécurité applicative. Donc, du coup, ils ont sorti un nouveau top 10 qui est spécifique pour les problématiques et pour les risques associés à la sécurité des API. Donc, vous pourrez le trouver sur leur site. J'ai remis ici ce top 10 qui va d'ailleurs évoluer là dans quelques mois. Il va y avoir une mise à jour faite par le WASP. Et si on prend par exemple le cas de Peloton, là, donc, que j'ai mentionné précédemment dans mon slide, hein, qui fait des équipements de sport connectés, en fait, le use case de Peloton, où il y a eu une exfiltration de données clients, en fait, il était lié aux trois premiers risques, trois premières issues qui sont listées ici: Broken Object Level Authorization, Broken User Authentication, et un problème d'exposition de données excessif au niveau d'une API de Peloton. Et la combinaison de ces trois problèmes a eu comme résultat une exfiltration de données assez massive chez Peloton. Donc, si on regarde aujourd'hui les composants qui sont en place, on a effectivement parlé Gateway API, on a parlé Firewall applicatif. Ces composants vont fournir des fonctions de sécurité. Ils vont permettre notamment de traiter la partie SSL termination. Ils vont permettre de faire du authentication offloading. On va être capable de gérer l'authentification des utilisateurs et de l'offloader des applications sur ces composants-là. On va pouvoir faire du rate limiting, on va pouvoir faire un certain nombre de choses au niveau sécu. Par contre, par rapport à la problématique d'API, il va manquer quelque chose de fondamental, et qui est notamment lié aux problèmes qui sont listés dans le top 10 au WASP sur les API. C'est que la plupart des problématiques liées aux API, elles impliquent de coordonner, de corréler un input avec un output. Donc, c'est ça qu'on va avoir quand on a notamment des vulnérabilités, quand on parle de BOLA ou d'autres problématiques API. Et c'est pas ce qu'un firewall applicatif, c'est pas ce qu'une API gateway va être capable de faire. Ces composants-là vont plutôt analyser des transactions en mode unitaire. Ils ne sont pas capables de corréler un input et un output et de dire si dans le contexte, cet input et cet output sont corrects et sont bien, on va dire, in context, ou bien alignés avec la business logique de l'API. Et du coup, si on prend par exemple le cas de BOLA, et si on regarde un petit peu finalement comment on peut se retrouver à avoir un BOLA et dans son API, comment ce BOLA peut être exploité, finalement au niveau du code, on se rend compte que les développeurs n'ont pas forcément toujours les outils pour aller s'aligner avec les security standards autour de ce type de problème. Au niveau de tout ce qui est test de sécurité, il n'y a pas forcément les tests en place pour aller spécifiquement tester la partie sécurité API, et notamment ces problématiques de BOLA.
Et ensuite, dès lors que l'API est en production, que ce soit au niveau d'une gateway API ou au niveau du WAF, ces composants-là vont pas être en mesure d'identifier ce type de problématique. Et il faut quand même se dire que c'est 60% des problèmes API aujourd'hui quand on parle de Bola. Donc tout ça nous amène à dire que il faut avoir une nouvelle approche pour adresser la sécurité des API. Et la stratégie que nous partageons avec nos clients chez NoName, elle est basée sur 3 piliers en fait. Le premier, c'est de reprendre le contrôle et c'est de comprendre sa surface d'attaque. Donc ça passe par la capacité à faire un inventaire pour être capable de dire combien j'ai d'API, où sont mes API, quelles sont les API qui exposent des données sensibles, est-ce que j'ai de l'authentification en place au niveau de ces API, quels sont les owners de ces différentes API. Donc j'ai besoin de répondre à ces questions et j'ai besoin également de comprendre si j'ai des problèmes dormants au niveau de mes API, des problèmes de mauvaise configuration au niveau des composants front-end, que ce soit des gateways ou des firewalls applicatifs. Donc ça va me permettre de faire un inventaire, d'avoir finalement une photo de mon environnement et je dois être également capable de suivre les évolutions parce que l'environnement API est par essence dynamique. Donc ce n'est pas une photo qu'on va faire et qui va rester statique dans le temps. On doit être capable de suivre les évolutions et on va être capable d'identifier les problèmes latents de configuration. Et si on regarde les vulnérabilités dont on a parlé sur 2021, il y a bon nombre d'organisations qui auraient pu éviter les problèmes qu'ils ont eus s'ils avaient eu une bonne hygiène autour de cette partie posture management parce qu'ils avaient des problèmes dormants qu'ils auraient pu identifier en ayant la bonne stratégie. Une fois qu'on a fait cet inventaire, on veut être en mesure d'adresser la partie runtime security. Donc du coup, on veut être capable d'utiliser des mécanismes sophistiqués. Donc chez NoName, on utilise du machine learning. On va être capable de baseliner toutes les API de l'inventaire et on va être capable d'identifier s'il y a des comportements anormaux par rapport à ces différentes API. Et on va derrière être capable de prendre des actions pour remédier à ces problèmes de façon semi-automatisée ou complètement automatisée dans l'environnement. Donc là, on parle finalement d'une approche qui est plutôt sur l'environnement de prod, où on va adresser l'existant et on va mettre des security controls qui vont permettre d'adresser l'existant et de reprendre le contrôle sur l'existant. Maintenant, il y a un autre axe que nous adressons avec nos clients dans un certain nombre de projets. C'est un axe qui se veut plus proactif, dans une logique qui est plus shift left, où nos clients vont souhaiter vouloir avoir une démarche de sécurisation des API beaucoup plus tôt et au niveau du cycle de développement logiciel. Et pour ce faire, et pour le faire d'une façon qui soit scalable et qui soit efficace, on va le faire de façon automatisée en s'intégrant complètement dans les pipelines de développement CI/CD. Donc avec ces 3 éléments, on va avoir une stratégie qui, de notre point de vue, permet d'avoir une couverture du sujet de la sécurité des API dans une organisation. Donc, comment on va exécuter ça au niveau de la plateforme NoName? Donc, la plateforme peut se déployer dans un mode que je qualifierais de self aussi. Donc, on va la déployer dans l'environnement d'une organisation. Ça peut être dans un data center, ça peut être dans un des comptes cloud de l'organisation. Et on a également une offre SaaS, mais on voit qu'en Europe, aujourd'hui, 90% des déploiements, on les fait en ce qu'on appelle self aussi, donc déployé chez les clients. Et en fait, la plateforme, elle va fonctionner en utilisant 2 primitives. Récupérer une copie du trafic en temps réel qui va être renvoyé à la plateforme NoName. Donc ça, on va le faire à partir des load balancers, à partir des API gateway, à partir des clusters Kubernetes, à partir d'environnements Kafka, en utilisant du mirroring dans le cloud. Ensuite, on va également analyser la configuration des éléments d'infrastructure pour valider qu'il n'y ait pas de problème dormant dans ces équipements. Est-ce que j'ai le bon niveau j'ai la bonne configuration au niveau SSL? Est-ce que j'ai du rate limiting? Est-ce que j'ai bien de l'authentification? Est-ce que j'ai pas des modules vulnérables dans mes gateways? On va faire cette analyse de posture au niveau des éléments d'infrastructure. Et donc ça va nous permettre d'avoir une baseline que l'on va adresser avec la partie machine learning au niveau de la plateforme NoName pour exécuter ce qu'on a appelé tout à l'heure runtime security. Voilà. À côté de ça, on va être capable de s'intégrer avec les éléments en front-end, puisque comme vous l'avez compris, la plateforme NoName, elle se positionne en mode out of band, finalement comme une sonde, puisqu'elle va récupérer une copie du trafic en mode out of band. Donc on ne va pas interférer sur le data pass, on ne va pas interférer sur le trafic.
On va fonctionner dans un mode qui est complètement sans friction, qui va nous permettre d'avoir une copie en temps réel du trafic. Mais comme on est capable de se connecter avec les composants actifs, on va être capable de notamment updater une policy dans un WAF, dans une API gateway, dans un load balancer, pour décider, si on le souhaite, de bloquer une IP, de bloquer un user ou de bloquer une API qui aurait été identifiée comme malveillante. Un autre point qui est extrêmement important pour nos clients, c'est de pouvoir consommer la valeur de la plateforme NoName dans leur écosystème et notamment de l'intégrer dans leur workflow de gestion des incidents et de réponse aux incidents. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on va offrir en mode out of the box, si je puis dire, et on va avoir la capacité d'alimenter des plateformes de CIEM comme Splunk, on va être capable d'alimenter des solutions de ticketing comme ServiceNow ou comme Jira, en créant des issues dans Jira, ou des solutions de collaboration comme Slack, pour n'en citer que quelques-unes. Donc avec ces différents composants que j'ai partagés avec vous, on va être en mesure d'adresser la partie posture management et la partie runtime security avec une solution qui va être complètement self-hosted. Il n'y a aucune donnée qui va être envoyée à l'extérieur de l'organisation. Donc ça, c'est extrêmement important pour nos clients en Europe notamment. Tout va se faire dans le data center ou dans le cloud de nos clients. Il n'y a aucune donnée qui est envoyée à l'extérieur et on va être capable d'adresser ces sujets avec la plateforme déployée en mode self-hosted. Si on parle maintenant de la partie, et juste peut-être avant, je voulais vous montrer quelques exemples de données ou de rapports qu'on va être capable de fournir à nos clients. Encore une fois, la problématique qu'ont les clients, elle est vraiment autour de la donnée et notamment être capable de dire quelles sont les API qui vont exposer des données critiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va leur permettre d'obtenir de façon extrêmement rapide et extrêmement simple. Et là, j'avais pris un petit exemple de rapport qu'on va avoir dans la plateforme où immédiatement un client peut être capable de dire et d'identifier quelles sont les API qui vont par exemple consommer une adresse email au niveau de l'environnement et on va être capable de traquer ça dans le temps au niveau de la plateforme. Alors, si on bascule sur la partie app dev et sur la capacité à adresser de façon plus proactive la sécurisation des API par la plateforme NoName au niveau de l'environnement de développement, comme je le partageais initialement, on va avoir la capacité de s'intégrer de façon complètement transparente dans un pipeline d'intégration continue. Donc du coup, on va fournir à la plateforme finalement des inputs avec notamment les specs API et on va fournir à la plateforme les différentes API que l'on veut tester avec des profils notamment d'authentification. On va faire ça de façon complètement automatisée. Et comme vous le voyez sur la partie droite de l'écran, on a un exemple ici d'une phase de build d'une API dans laquelle on a inséré un certain nombre de security tests de façon complètement automatisée avec la plateforme NoName. Donc ces tests sont réalisés par la plateforme NoName. Et du coup, en fonction du résultat qu'on va obtenir au niveau de ces tests, on va avoir un process de décision au niveau du pipeline pour décider si le niveau de sévérité associé au résultat des tests est acceptable ou si, au contraire, on considère qu'il faut revoir le développement de cette nouvelle version d'API ou revoir le développement de cette API avant de la passer en production. Donc là, on va agir de façon beaucoup plus proactive sur le cycle de développement logiciel avec la plateforme NoName. Donc, on a un positionnement qui est complètement différent avec nos clients, ce qui va leur permettre d'avoir une approche de sécurisation des API en mode proactif au niveau de leur pipeline CI/CD. Donc si je résume, avec la plateforme NoName, on va avoir une couverture globale au niveau de la sécurisation des API avec la partie posture management, la partie runtime security, et la capacité à adopter une démarche plus proactive au niveau du cycle de développement logiciel pour être capable de sécuriser les API lors de ce cycle de développement, que ce soit pour des nouvelles API ou pour des nouvelles versions. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie, puis je vais repasser la main à Romain et à nos amis de XM Cyber. Merci beaucoup Stéphane. N'hésitez pas si vous voulez à poser des questions sur la partie Q&R.
Là, pour l'instant, il n'y en a pas qui sont arrivés, mais si ça vous vient pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser et nous les poserons à Stéphane. Et évidemment, comme c'est enregistré, qu'on enverra les slides, n'hésitez pas aussi, après coup, à nous poser des questions. On sera très heureux de pouvoir y répondre. Donc, je vais passer la main à Karl, à version trial dispo. Demandez, Stéphane, juste. Est-ce qu'il y a des versions d'essai disponibles? Alors, on n'a pas de version d'essai, mais bien on peut travailler bien évidemment au cas par cas pour regarder comment on peut faire on va dire une évaluation ou un test de la plateforme. C'est extrêmement simple, hein. On a du cloud, on a du on-premise, ça se déploie très simplement. Donc, Thomas, avec plaisir pour échanger pour échanger sur ce sujet, pour regarder quelle serait la bonne modalité pour faire ce trial. Voilà, et puis évidemment, nous aussi, on sera disponible pour le faire avec vous. Euh, Mode de licensing sur nos names de Frédéric Blondel. Question. Alors, mode de licensing, on a un mode de licensing extrêmement simple. Toutes les fonctions sont incluses dans la licence. On est en mode souscription. Et en fait, on va avoir un licensing basé sur le nombre d'API de l'environnement avec des tiers, hein, small, medium, large pour faire très simple. Donc, un modèle extrêmement simple. Il n'y a pas de module au niveau de la liste de prix. Tout est inclus, que ce soit la partie posture, la partie runtime ou la partie active testing. On va se focaliser effectivement sur le nombre d'API, le nombre d'API à sécuriser au niveau du licensing. Et question no-name versus APG. Oui, Oui, donc en ok, fait, on est ok. partenaire de APJ. On a une intégration native avec APJ, d'ailleurs, avec bon nombre de gateways API. Je suis passé peut-être un petit peu vite sur ma présentation, mais on va s'intégrer avec la plupart des gateways API du marché pour récupérer une copie du trafic. Aujourd'hui, Apigee va faire des choses au niveau sécurité, notamment tout ce qui est authentication offload. On va être capable de mettre des règles statiques, par exemple, pour verrouiller un certain champ. Mais si on regarde notamment tout l'aspect Broken Object Level Authorization, Broken User Authentication, toutes ces choses-là ne vont pas être adressées avec Apigee. Donc, on n'est pas du tout en concurrence avec les gateways API ou avec les WAF. On est vraiment dans une logique complémentaire et on a fait bon nombre de projets chez des clients qui avaient de l'APG, qui ont intégré la plateforme NoName sur leur environnement APG pour avoir cet ensemble de security control. Comme le disait Romain en introduction, hein, on va vraiment fournir ces fonctions de sécurité en mode out of band avec du machine learning pour faire des choses qui sont aujourd'hui pas possibles sur une API Gateway ou sur un WAF. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, j'ai donné les droits à Karl, qui Merci à normalement est tous. le suivant. Oui, Les autres questions, on va essayer de répondre. Stéphane, tu peux peut-être répondre par écrit aux autres questions qui arrivent. S'il y a d'autres Ok, questions sur les avec API, plaisir, ben, c'est ce n'hésitez que je pas. vais faire, ça marche. Voilà. Et donc, Karl, tu as la main pour pouvoir démarrer ta présentation. très bien. Bah, merci à tous pour être là, pour votre présence. Enchanté. Merci Romain pour l'organisation et merci Stéphane. C'était une très belle présentation. Félicitations. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit tout l'écran pour l'instant. Le grand ou le mode présentateur? Et donc là, on voit le grand. C'est bon, tu peux y Le aller. grand. Parfait. Bah, écoutez, parler un peu d'XM Cyber. Nous, notre ADN, vraiment notre raison d'exister, c'est vous montrer quelque chose d'assez simple quelque part. C'est ce qu'on appelle la perspective de l'attaquant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, c'est des moyennes connues du monde de la cybersécurité, un attaquant peut rester à peu près 200 jours, 193 jours exactement, dans votre réseau avant d'être détecté. Ça veut dire qu'on a massivement investi effort, temps, argent, solutions pour essayer de détecter et d'arrêter une attaque avec tous les security controls qu'on a mis en place. Mais résultat, l'attaquant a réussi à faire des techniques qui vont lui permettre de rester sous le radar pendant presque 200 jours. Et pendant ces 200 jours, il va observer, il va analyser, il va en fait réussir à avoir une vision à 360 degrés de qui vous êtes, de ce que vous êtes, et surtout découvrir toutes vos faiblesses, tous vos points faibles, ou toutes vos opportunités pour lui. Et il va après trouver un moyen de les exploiter. Et notamment, une des choses qu'il va faire très facilement, c'est qu'il va devenir même légitime sur votre réseau. Et une fois que quelqu'un est légitime, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Absolument plus rien. Donc, beaucoup de clients nous posent une question qui est, est-ce que vous êtes un BAS? La réponse est
On fait une simulation d'attaque, mais on n'est pas un BAS, pas nous confondre avec un BAS. On fait deux choses différentes. Un BAS va vous aider à répondre à la question suivante. Est-ce que mes contrôles de sécurité sont bien configurés ou pas? Parce qu'en fait, ça va vous attaquer. Et selon les résultats de l'attaque, ça veut dire si la porte ou l'un, on peut les optimiser. Nous, notre but, c'est pas ça. Nous, la question à laquelle on répond, c'est est-ce que mes actifs critiques sont exposés à un risque ou pas? Est-ce que mon business est sûr ou il ne l'est pas? Et auquel il ne le soit pas, on va vous aider à voir de façon précise et objective quels sont tous les chemins d'attaque qui permettraient à un attaquant d'aller depuis un point de brèche jusqu'à vos actifs critiques. Et on va voir absolument 100% des chemins possibles, 100% des faiblesses, 100% de ce qu'un attaquant pourrait trouver pour faire un data breach. Tout simplement. L'objectif de cette solution, c'est vraiment allumer la lumière. Quels sont vos challenges? Vous voyez individuellement tous les problèmes de configuration, les problèmes de vulnérabilité, les problèmes d'identifiant mal gérés. Et ça, vous avez plein d'outils qui vous remontent un paquet d'informations. Mais ces informations, en fait, elles sont décorrélées, elles ne sont pas assemblées. Et nous, ce qu'on veut vous montrer, parce que vous ne le voyez pas, c'est comment un attaquant pourrait combiner, pour exploiter une chaîne d'attaque, tous ensemble, pour arriver, voyager dans votre réseau, faire des mouvements latéraux et arriver jusqu'à vos actifs les plus stratégiques. En fait, ce que va vous aider à relever l'invisible, c'est que vous voyez très bien une tonne de problèmes, une tonne d'alertes, une tonne d'événements. Mais vous ne voyez pas quel est l'événement qui a vraiment de l'importance, quel est l'événement qui pourrait amener un attaquant sur un actif critique. Romain a parlé de Log4j, par exemple, tout à l'heure. Log4j, selon votre taille, vous avez eu peut-être 4000 patchs à faire, 2000. Par quoi vous commencez? C'est quoi l'objectif? Déjà, de ces 4000, lequel, ok, ils existent, mais lequel est exploitable? Peut-être qu'il n'y en a que 400 qui sont exploitables. Et de ces 400, lequel permettrait vraiment à un attaquant d'atteindre un actif critique? Une quinzaine, une trentaine. Ben voilà, on sait exactement par où on doit commencer. C'est l'objectif de relever l'invisible. Pour les clients ou les personnes qui utilisent du cloud, et c'est de plus en plus commun, vous voyez si vos contrôles de sécurité, si votre paramétrage sont bons. Et donc, en théorie, tout va bien. Mais est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de voir depuis l'on-premise comment est-ce qu'on pourrait accéder au cloud et comment est-ce qu'on pourrait hacker au cloud? Vous n'êtes pas capable. Du coup, la vision que vous avez, elle est partielle, elle n'est pas totale. Nous, le but, c'est voir tous les chemins. Vous voyez quel est l'impact de la dernière attaque? Cool. Mais ça vous sert vraiment à quoi? À essayer d'empêcher la prochaine? Non. Mais vous ne voyez pas vraiment comment la prochaine attaque pourrait vous impacter. Comment est-ce qu'elle pourrait se produire? Et c'est ça l'important. Vous voyez exactement combien vous avez investi dans la cybersécurité. Mais si aujourd'hui votre board il vous demande, messieurs, est-ce qu'on est protégé ou non? Ça devient un peu plus compliqué à répondre. Quel est votre niveau de sécurité? Quelle est votre exposition au risque de vos actifs critiques? Nous, on va vous aider à répondre à cette question très précisément. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tellement d'alertes qui viennent. C'est ce qu'on appelle le big disconnect. Il y a ce que l'attaquant voit et ce qu'il y a vous voyez. Et il y a un monde, un écart abyssal. Et en fait, l'impact de cet écart, c'est que, pour vous donner un exemple, quand on voit les statistiques qu'on a prises avec tous nos clients, en début du projet, il y a 94% de tous les actifs critiques qui peuvent être compromis en 4 sauts. 4 bons, c'est rien du tout, c'est d'une complexité, mais ultra faible. Sur ces sauts, il y a 75% des actifs critiques qui peuvent être compromis dès qu'on commence le projet. À savoir, il peuvent être beaucoup d'actifs critiques et très facilement. Et le problème, c'est que presque tout le temps, 73% des cas, ça utilise des techniques d'identifiants mal gérés ou volés. Une fois qu'on a les credentials, c'est game over. Il n'y a plus rien à faire. Et nous, notre objectif, c'est qu'on va pouvoir donner à vos équipes, on va pouvoir vous donner à vous quelque chose de spécial. Parce que, et si vous et vos équipes, vous pourriez vraiment voir tous ces chemins cachés, tous ces chemins qui mènent aux actifs critiques. Et si vous et vos équipes, vous pourriez savoir en fait comment prioriser avec un minimum d'action, avec une fraction de l'effort, comment maximiser l'impact sur le risque. Ça, on va le voir pendant la démo. Olivier va vous faire une démo. Vous allez vraiment pouvoir sentir la solution. Vous allez vraiment pouvoir sentir le bénéfice que
vous pourrez tirer de cette priorisation. Et si vous étiez capable de quantifier le risque, votre score, et de pouvoir aussi en informer votre management de façon automatique, ça serait bien. Ça, c'est vraiment à quoi on s'adresse. Et comment ça fonctionne? Et après, on va vous montrer la démo. En fait, on va vous permettre de voir ce qu'un attaquant voit afin que vous puissiez l'empêcher de faire ce qu'un attaquant fait. Comment ça se passe? Ça se passe comme un Google Map, un Waze. Comme quand vous faites un exercice de Red Team. Les points d'entrée, une destination. Source, destination. Origine, destination. Et on va partir des points d'entrée qu'on aura définis. Ça se configure comme un Waze, ça prend 2 secondes. Et à partir de là, on va jouer toutes les attaques ou toutes les techniques d'attaque connues aujourd'hui sur la planète. Les ouvertures, les accès au réseau, les problèmes de vulnérabilité exploitables, 0 faux positif. On va jouer tous les problèmes de permission qu'on va trouver, les mots de passe qui traînent à droite à gauche, les sessions RDP, les problèmes de configuration sur le cloud, tout. Et on va voir s'il existe ou pas un ou plusieurs chemins d'attaque vers vos actifs critiques. Comment ça se passe? Tout simplement. C'est une plateforme en SaaS et on fait absolument tous vos environnements. On-premise, cloud, Google, Azure, Amazon. On va les jouer partout. On va trouver, s'il y a un chemin qui existe, on va vous le trouver. Et une fois qu'on vous le trouvera, on va vous garantir 0 faux positif. On fait ça 24/7 et on fait ça de façon sûre, à savoir qu'il n'y a aucune attaque qui se fait sur l'organisation, sur le réseau. On va juste vérifier sur chaque poste, sur chaque machine, sur chaque serveur, si les conditions, si les ingrédients pour réussir une attaque sont là ou pas. C'est juste de la question-réponse. Pour faire telle technique d'attaque, j'ai besoin de tant d'ingrédients. Si j'en ai besoin de 20, si j'en ai 19, cette technique ne peut pas se faire. Si j'ai les 20, cette technique, elle est valide. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va vous donner toutes les rémédiations, on va les prioriser, on va les guider. Ça va aider vos équipes IT, vos équipes sécurité à éliminer ces chemins. Le but, ce n'est pas de ralentir la progression de l'attaquant en faisant une configuration qui va être plus dure pour lui d'être bypassée. Le but, c'est d'éradiquer le chemin définitivement. On n'est plus dans un modèle où un jour, ça va nous tomber dessus, mais bon, on va essayer de ralentir le plus possible. Non, on est dans un modèle dont c'est fini, on coupe les ponts, il n'y a plus possibilité de passer et d'atteindre mes actifs critiques. Et en plus, l'outil va vous donner aussi automatiquement tout ce qui est reporting, quantification des risques, reporting pour l'IT, reporting pour le management, reporting pour la sécurité, reporting pour tout. Voilà pour la démo. Rudy, je te laisse la main pour que tu puisses. Merci bien. Bonjour à tous. Il faudrait juste le petit bouton share. C'est à toi. Tac. Vous voyez, On voit, oui, on voit ton navigateur. d'accord. Très bien. Donc, vous voyez là effectivement la plateforme XM Cyber. Vous voyez face à vous donc un réseau, on parlait Karl, de façon graphique, comme pourrait l'utiliser un hacker. Vous avez par exemple à droite votre on-prem, c'est le corporate. À gauche, un cloud, en l'occurrence ici AWS, et puis une secure zone. Ce que vous voyez là a été designé automatiquement par notre intelligence artificielle qui va dialoguer et qui va pouvoir redesigner votre infrastructure. On peut le voir de cette façon-là, on peut le faire dans différents types de vues. On peut le voir en domaine workgroup, on peut le voir aussi en network subnet, par exemple. On va revenir sur cette vision-là. Donc là, vous avez votre réseau. On est bien sûr sur une plateforme de démo. Et on va pouvoir zoomer, comme sur Google Maps, on va pouvoir zoomer sur chacune des parties. Donc là, par exemple, on prend sur l'on-prem et on va pouvoir voir les différentes régions. Donc on a l'Asie, les États-Unis, l'Europe. On va pouvoir se rapprocher encore un peu plus pour voir, par exemple, les ressources humaines, le marketing, les sales. Et chaque poste que vous voyez là, donc c'est un poste ou un serveur, Windows, Mac ou Linux. Et on va comme ça designer tout votre réseau. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, on va lancer donc une simulation d'attaque et on va déterminer un point de brèche. Ce point de brèche, c'est ici dans cette simulation-là, ça va être les ressources humaines. Un poste sur les ressources humaines, comme par exemple Sony qui s'était pris un ransomware via un CV en PDF.
Ce point de brèche, on le détermine avec vous. C'est souvent tout ce qui est exposé à l'extérieur. Ça peut être par exemple les partenaires qui arrivent et qui sont branchés sur un de vos serveurs. Ça peut être les sales, tout ce qui est exposé à l'extérieur. Ça peut être votre EDR. On peut automatiquement prendre les informations qui viennent de l'EDR pour trouver un point faible. Ou alors laisser la solution de façon aléatoire, trouver un point d'entrée. Et à partir de ce point d'entrée, l'idée est d'essayer de voir si le hacker virtuel pourrait aller trouver un actif critique. Donc, on va lancer la simulation. Je mets juste une petite pause pour vous parler un peu des couleurs. Donc, vous voyez ici le point d'entrée du hacker, c'est le point rouge ici. Donc, on estime que, excusez-moi pour le zoom, on estime qu'il a réussi à compromettre ce poste. Et à partir de ce poste, est-ce qu'il va pouvoir atteindre un des deux actifs critiques? Il y en a un dans la Secure Zone. Ici, c'est le diamant qu'on voit, Linux, ici, ou un peu plus haut sur le Customer Data Storage qu'il y a dans AWS. Et donc, lorsque le hacker avance, il va petit à petit identifier les ressources. Donc pour l'instant, tant que c'est en gris, il ne les a pas identifiées. En bleu, il les a identifiées. Et lorsque ça bascule en rouge, c'est qu'il a réussi à les compromettre. Donc on va lancer en accéléré cette attaque. Donc on voit qu'il identifie un maximum d'assets. Il a réussi à passer du on-premise vers le cloud. Il continue à identifier un maximum de ressources, en compromettre un maximum. Alors après, le but du jeu, c'est pas forcément pour lui de compromettre le poste de Jean qui est là-haut. Lui, ce qu'il veut, c'est compromettre pour prendre de l'information, pour se rapprocher de plus en plus d'un actif critique jusqu'à arriver à le compromettre. Et donc là, on a fini la simulation. On voit qu'il y a deux actifs critiques. Les deux actifs critiques, il y en a un qui, au moment de la simulation, c'est-à-dire aujourd'hui on fait la simulation, on n'arrive pas à l'atteindre. Bien sûr, il va falloir les jouer en 24/7 parce que ça se trouve, demain, il y aura une nouvelle technique d'attaque, il y aura un utilisateur qui aura fait une activité qui fait que ça ouvre un nouveau chemin. Aujourd'hui, il est sécurisé. Et celui-là, on a réussi à le compromettre. Donc il suffit de cliquer sur l'asset critique et on voit l'ensemble du chemin qui a été parcouru par le hacker. C'est-à-dire qu'ici, en 7 mouvements, il a réussi à atteindre un actif critique. Et là, l'idée, on a parlé de faire des simulations, de trouver des chemins d'attaque. Après, l'idée pour vous, en tant que bénéfice client, c'est de se dire, OK, mais par quoi je commence? Là, en l'occurrence, on va par exemple vous dire, sur ce chemin-là, par exemple, le numéro 5 serait le plus simple à corriger. Et là, on va corriger le chaînon numéro 5, on va retirer le chaînon numéro 5, et du coup, il n'y a plus de chemin. Plus de chemin, plus de danger. Alors bien sûr, l'idéal, ce sera après de corriger le reste, mais au moins déjà de savoir par quoi commencer, casser le chemin, c'est une vraie capacité pour vous de prioriser vos efforts. Alors ici, sur ce chemin-là, on va pouvoir aussi aller dans le détail, bien sûr, de toutes les techniques qui ont fait réussir cette attaque. On ne va pas aller dans le détail, mais disons que vous avez ici sur le panneau de gauche l'ensemble des techniques qui ont été mis en œuvre pour pouvoir atteindre l'actif critique. On va pouvoir vous donner bien sûr le plan d'action pour corriger ce chemin. Maintenant, des chemins, vous allez en avoir beaucoup. Si vous avez des milliers d'assets, des dizaines ou des centaines de milliers d'assets, des chemins, il y en aura beaucoup. Donc après, on va aller plutôt sur le tableau de bord du RSSI pour pouvoir prioriser ses actions et prendre des décisions. Sur ce tableau de bord du décisionnaire, la plupart du temps c'est le RSSI, vous allez déjà trouver un score. Ici, un score de sécurité qui va vous donner votre maturité face à une attaque de hacker. Donc, quelle est aujourd'hui ma note, mon scoring, ma note de sécurité, que d'ailleurs un board pourrait vous poser comme question, effectivement, tout à l'heure Karl en parlait, le board peut vous demander, on en est où de la sécurité aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, c'est un petit peu au doigt levé, c'est un ressenti. Là, vous allez avoir une note tangible, un moment T, et vous pourrez même donner la tendance par rapport à un point précédent. Vous allez pouvoir suivre le risque porté par les différents scénarios. Donc en fait, cette note va être une moyenne des risques portés par chacun des scénarios. Les scénarios, je le répète, c'est un point d'entrée vers les actifs critiques. Donc on peut avoir autant de scénarios que l'on veut. Ici, on en a 5. Et on va pouvoir suivre le risque porté par chacun des scénarios dans le temps. Et après, on va pouvoir prioriser nos actions. 4 façons de pouvoir prioriser nos actions.
Ici, nous avons le top 3 des scénarios qui sont les plus à risque. Et puis, on peut aller voir directement le plan d'action qu'il faut entreprendre pour corriger ces scénarios. On peut se dire aussi quels sont les actifs critiques qui sont les plus simples à atteindre pour un hacker. Ici, on a le top 3 des actifs critiques où en 2 ou 3 bons, un hacker pourrait aller compromettre cet actif critique. Donc, corrigeons peut-être ça. Nous avons aussi ici, en bas à droite, les techniques d'attaque qui compromettent le plus les actifs critiques. Donc je pourrais effectivement, là j'ai pris Nightmare, le local credential, ils mettent à risque ici 71% de mes actifs critiques et je peux aller voir les remédiations qu'il faut entreprendre pour pouvoir corriger les postes qui sont impactés par ces techniques. Et puis la dernière technique que nos clients préfèrent, et nous-mêmes nous préférons aussi, ce sont les choke points. Les choke points, ce sont un petit peu les maillons faibles du réseau, des points névralgiques par lesquels le hacker va devoir passer. Un petit peu comme si dans Paris, vous dites je passe du sud de Paris vers le nord de Paris, vous avez des milliers de chemins possibles, sauf qu'il y a 3 ou 4 ponts. Donc l'idée, c'est de trouver ces 3 ou 4 ponts pour prioriser ces actions et se dire, voilà, je vais mettre mes efforts là-dessus et ça va casser en un coup plusieurs chemins d'attaque. Par exemple, ici, ce top 3 des postes met à risque 73% des actifs critiques. Rien que celui-là, il va atteindre 32 actifs critiques sur les 45 de la société. Donc, on va aller voir ce poste-là, on va pouvoir identifier ce poste, on voit les 3 techniques d'attaque qui permettent de compromettre ce poste, on voit les chemins qui permettent de passer d'un poste à un autre, on voit les 32 actifs critiques que l'on peut atteindre à cause de lui, et 154 actifs que l'on peut atteindre, qui ne sont pas critiques, mais qu'on peut atteindre aussi à cause de lui. Et puis, à la fin, vous allez trouver, on va trouver les remédiations que l'on va vous proposer pour pouvoir corriger ce poste. Non seulement ce qu'il faut faire, mais ici, comment on le fait. Donc, en plus, vous êtes guidé sur la façon de faire. Et là, vous allez lier XM Cyber à votre outil ticketing et l'équipe de patch management va recevoir ce ticket. Et enfin, au miracle, il saura quoi corriger et pourquoi le corriger, comment le corriger et quel est l'impact de ce qu'il corrige. Et ça vaut tout l'or du monde. On allume la lumière dans une pièce où il fait noir. Parce qu'aujourd'hui, on dit vulgairement, on fait du patching à gogo, on fait du patching en aveugle. Donc on fait, mais les équipes ne sont pas pléthoriques, les budgets ne sont pas pléthoriques. Il faut pouvoir concentrer les efforts des équipes. Et c'est vraiment ça la valeur que va pouvoir vous donner XM Cyber, c'est non seulement de pouvoir en continu 24/7 sécuriser vos actifs critiques, mais surtout vous dire où est-ce qu'il faut porter vos efforts. Concrètement, dans votre contexte, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui va être exploitable par un hacker, et pas dans la théorie, dans l'absolu. Aujourd'hui, malheureusement, on est beaucoup dans la théorie et l'absolu. Nous, on ne va pas être sur cette théorie, on va vous donner des cas pratiques. Un minimum d'effort pour un maximum d'impact. Tout à l'heure, Karl en parlait. Log4j, c'est un très très bon exemple. On a plein d'entreprises qui ont travaillé jour et nuit pour corriger ces milliers de Log4j qu'il y avait. Nous, très simplement, 3 jours après, on a implémenté dans notre intelligence artificielle la capacité de cette nouvelle technique d'attaque. Et nos clients, tout simplement, ont joué avec cette nouvelle technique d'attaque et ont trouvé les chemins d'attaque qui étaient ouverts par ce Log4j. Et donc, ils avaient face à eux les Log4j qui étaient exploitables par un hacker. Et ils se sont juste, au démarrage, concentrés sur corriger ces quelques Log4j qui posaient problème réellement dans leur contexte. Et puis après, au fil de l'eau, ils ont fait le reste. Mais ils n'avaient pas besoin de travailler jour et nuit. Donc, voilà ce que peut vous apporter XM Cyber. Merci Rudy. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a déjà une question de Thomas. Est-ce que la solution utilise des agents sur les postes de travail? Côté cartographie réseau, est-ce qu'il faut aller se connecter sur les différents routeurs et firewalls? Alors, En termes on utilise un service, en fait. Sur le Windows, par exemple, c'est MS6, c'est comme un driver. Il n'y a pas besoin de faire de reboot, il n'y a pas besoin de faire de kernel, il n'y a pas de GUI, il n'y a rien. Donc, on en met un sur chaque entité qui tourne sur Linux, Mac et Windows. Et on-prem, en fait, ce driver n'est pas actif. Il attend qu'on l'interroge et qu'on lui demande, est-ce que tu peux me dire si les ingrédients sont là ou pas? Ça, c'est pour la partie on-prem. Sur la partie cloud, on se connecte uniquement à travers des API. Donc, ça se fait très, très rapidement.
Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, Romain, c'était? C'était sur les switches et les firewalls. Oui. N'installe pas de sensor sur les switches et le firewall, uniquement sur les postes et les serveurs. Alors, en fait, on n'a pas besoin, là, voilà, si on reprend, vous voyez, pour passer, on va dire, du point 3 au point 4, une fois que j'ai validé qu'une technique peut se faire sur un poste, quelle est la prochaine étape de cette technique d'attaque? Ça part par tel port, tel protocole, tel machin. Donc, le fameux driver va faire un pin sur le réseau, un SIM-pack. S'il est attrapé par un autre sensor ou par un autre driver, ça veut dire qu'il y a une porte ouverte là. Je n'ai pas besoin de connaître toute la topographie du réseau, juste si ça passe ou pas. D'autres questions? Alors, j'en vois pas arriver pour l'instant. Par rapport au client, vous allez dire encore un client à installer sur un poste. Là, c'est un client qui scanne rien. En fait, il répond à des questions. Donc, tant qu'on l'interroge pas, il va avoir aucune incidence sur le poste. Exactement. Et Rudy, tu me disais que, comme beaucoup les clients intelligents, s'ils posent le moindre problème, il est capable de se désactiver. Tu me C'est ça, confirmes? c'est-à-dire que le sensor, même si, par exemple, on a un client Nasdaq, le Nasdaq sur ses machines, ça marche à la milliseconde et des actifs critiques, ils en ont beaucoup. Ça fait 4 ans qu'ils sont clients, ils se sont jamais plaints une seule fois de nos sensors. Le sensor est capable, effectivement, si la machine est surchargée, de pouvoir se mettre en pause. Et quand bien même, lorsqu'il travaille, au moment où on lui pose la question, il va utiliser 0,02% du CPU, c'est-à-dire rien du tout. Et comme il n'injecte rien, eh ben, on peut le poser sur des AD. Nous, on a fait des POC sur des grosses banques. Au début, ils étaient circonspects. Chaque fois qu'on fait un POC, le client va vouloir vérifier l'innocuité de ce sensor, c'est normal. Et systématiquement, il vérifie et se dit, bon, bah ok, c'est vraiment inoffensif. Et donc, je le déploie massivement. Et on peut l'avoir sur l'AD parce que ça n'injecte rien, ça ne fait que répondre à des questions. C'est vraiment un service, il n'y a pas d'exe, il n'y a pas d'interface. C'est un petit peu quand vous faites Control Alt Delete, vous avez vos services. Bon, bah, c'est un des services. Et vous le déployez très facilement. Sur le dernier POC, sur 600 postes, on fait 1000 postes en 2 heures. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel outil de déploiement que vous utilisez, on pose le sensor et on l'oublie. On n'a même pas besoin de faire un reboot machine, on n'a pas besoin de le paramétrer. On le pose et c'est tout. Donc c'est vraiment très très simple, c'est pas des mois de déploiement, hein. C'est plutôt en heures, à la rigueur en jours, mais c'est vraiment inoffensif. On a posé beaucoup de Alors, brevets justement là-dessus. j'ai deux questions. Je vais commencer par la deuxième. Est-ce que les scénarios sont out of the box ou bien faut-il prévoir de les définir? Alors, il y a quelque chose, on n'a pas le temps d'en parler, il n'y a aucun scénario out of the box. C'est pas comme du CIEM où il y a 2000 scénarios et quand on les valide, il y a 200 000, hein. C'est vraiment un Waze. Source-destination, ça prend 30 secondes pour faire un scénario. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc c'est très facile. Et du coup, on peut le faire vraiment à la volée. Ses propres contextes de chaque client. Un client bancaire n'aura pas les mêmes besoins qu'un client industriel, qui n'aura pas les mêmes besoins qu'un client retail. Et du coup, on le fait à la volée. En 5 minutes, vous avez fait 30 scénarios. L'autre chose, c'est qu'on travaille avec notamment Nomios. Et nous, quand on travaille ensemble avec Nomios, on met à disposition une ressource 2 fois par mois pour travailler avec vous. Parce que la cybersécurité, en fait, c'est pas une vente, c'est un accompagnement. C'est c'est une journée, comme on dit, c'est un voyage. Et donc, 2 fois par mois, on revoit ensemble les scénarios, on revoit ensemble les techniques d'attaque, on revoit ensemble les nouvelles fonctionnalités, on revoit ensemble les rémédiations, on revoit ensemble les priorisations, on fait des rapports tout le temps. Et le but, c'est de passer de la fameuse note qui n'était pas bonne, F, à, dans 3 4 mois, un A. Et une fois qu'on est en A, le but, c'est de le maintenir. Parce que si on ne maintient pas, pas bon. Et du coup, il y a cet accompagnement. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper pour les scénarios, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent là. Une rapide. Est-ce que c'est compatible avec des actifs hébergés chez un infogéreur? À partir du moment où on peut installer notre driver là-bas, oui, c'est compatible. Après, si l'infogéreur voulait en plus qu'il vienne infogérer des choses chez vous, ou ici il faut se connecter au travers des API avec des outils spéciaux qu'il a, oui, c'est compatible aussi. On a une 140aine d'API. Est-ce que le sensor a besoin de compte à privilège sur la machine? C'est une technique un peu politique.
Il faut qu'on vous réponde avec un Ouais. technicien sur les trucs. On va prendre... Tu les prends les questions, Romain? Oui, oui, on les a, je les prendrai. Donc, Répondre ultérieurement. on vous répondra en direct. Effectivement, on a peut-être pas le bon niveau d'ingénieur avec nous pour pouvoir répondre. Euh, Comment gérez-vous la sécurisation proposée par un EDR ou firewall comportemental? Est-ce que cela prend en compte cette sécurisation dans les réponses ou est-ce que c'est complémentaire? Alors, il y a deux choses. Si on demande à un red teamer, un bon, est-ce que vos contrôles de sécurité sont bypassables ou enfin, est-ce qu'il est capable de bypasser un contrôle de sécurité? Généralement, il y a deux réponses. La première, c'est of course. Et la deuxième, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du temps que j'ai pour le faire. Donc, nous, en fait, les configurations de certains contrôles de sécurité, dont le DR, on ne va pas les prendre en compte parce qu'on sait que c'est une question de temps avant de les bypasser. Par contre, ce qu'on fait, c'est que dès qu'un EDR détecte une attaque, pour nous, ça devient un point de brèche. De ce point de brèche, est-ce qu'un actif critique est atteignable et compromettable? Et après, le chemin que vous voyez là, sur l'écran, on va le prendre et on va les injecter sur les SIEM notamment et sur les EDR pour que l'EDR soit beaucoup plus attentif sur des activités qui se passent sur chaque maillon d'un chemin plutôt qu'il regarde à droite à gauche. Donc il y a des intégrations qui se font, il y a beaucoup d'EDR supportés aujourd'hui. Je sais pas si ça Sur répond à un, votre question. Ouais. Après, on va peut-être aussi se mettre sur le sensor en whitelist sur le DR pour éviter que le DR s'allume par rapport à l'activité du sensor lorsqu'il pose des questions, lorsqu'il répond à des questions. sur du cloud public, est-ce que cela ne prend pas cela ne prend en compte que les ressources IaaS et pas le pass? Excusez-moi. Exact. Ça va être plutôt ouais, les ressources. Il y a, donc par exemple, on prend l'exemple d'Amazon, EC2, S3 Bucket, Lambda, Database, Dynamo, Virtual Machine. Alors, Donc passe. Ouais, ouais. sensor installable sur tous les assets, aussi bien bare metal, VM ou container. Alors, container, le Kubernetes, si vous parlez du Oui. Kubernetes en particulier, sera supporté à la fin du deuxième trimestre. C'est quelque chose qu'on est en train de finir. Et aujourd'hui, on supporte les containers sur Azure uniquement, et puis bientôt, il y aura sur aussi la partie on-premise. Euh, il y a une question sur le mode de licensing. Redis? Le mode de licensing, en fait, ça va être une souscription annuelle. Et ce que l'on va vendre, c'est notre intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, il faut lui donner sa surface d'attaque. Et donc la surface d'attaque, ça va être le nombre d'assets qu'elle va devoir surveiller et attaquer en même temps. Donc sur le on-prem, c'est assez simple. Ce sont tous les postes et les serveurs sur lesquels on va installer le sensor. Sur le cloud, on va avoir une autre façon de comptabiliser les assets, hein, selon que ce soit AWS ou Azure, ça va être DVM ou S3 Bucket. Enfin, il y a une autre façon de comptabiliser les assets. Et donc ça fait un volume d'assets. Et donc le coût va être dépendant du volume d'assets pour un an. Mhm. Merci Rudy. Alors, une bonne question, deux autres questions. Puisqu'il s'agit d'un service qui répond à la demande, du coup, on augmente notre surface d'attaque en l'installant. Donc, la question des droits, du coup, a beaucoup d'importance. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable d'y répondre, mais on y répondra personnellement Ouais. si besoin. Alors, il y a énormément de pentests qui se font en fait. Il y a beaucoup de certifications qu'on a et on se fait pentester régulièrement par des auditeurs externes. Des clients veulent nous pentester aussi, ils peuvent le faire, il n'y a aucun souci. Mais vu que on répond juste à des questions et on prend que de la metadata, on n'a pas vraiment d'activité sur la machine. C'est juste question-réponse. Notre sensor n'est pas capable d'exécuter des choses, mis à part poser des questions ou trouver de l'information. Du coup, l'impact, on pourrait pas. Voilà, si on prend le contrôle de ce sensor, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est poser des questions. Et le sensor est habitué à donner des réponses d'une façon chiffrée, cryptée, hachée, sur de la metadata. Il faudrait en fait hacker 100% d'XM Cyber pour pouvoir en profiter. Où sont hébergées les données? Combien de clients y a-t-il en France? Alors, les données pour la France sont hébergées sur Amazon France. Et sinon, il y a une petite dizaine de clients déjà sur la France. On a beaucoup de POC, hein. On a ouvert la France début d'année dernière. Il fallait déjà évangéliser, éduquer le marché.
énormément d'intérêt de la part de plein d'entreprises. Et on a beaucoup de POC qui démarrent sur de grosses structures. Donc cette année, ça devrait être une belle année. On a commencé à présenter la solution au FIC en fait l'année dernière, donc en septembre l'année dernière. Donc depuis, effectivement, on a beaucoup de POC qui sont demandés. Il y a une question, parce que je vois que l'heure qui tourne. Est-ce que c'est possible d'avoir la vidéo après le webinaire? Oui, bien sûr, la vidéo et les slides seront diffusés normalement cet après-midi. Alors, est-ce que je regarde s'il y a d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser des questions, parce qu'on ne pourra pas rester pendant trop longtemps non plus ouvert, n'hésitez pas à rebondir sur le mail que je vais vous envoyer pour vous remercier d'avoir été présent. Et je ferai suivre les questions à toutes les personnes qui sont capables d'y répondre, et on prendra le temps d'y répondre le plus vite possible. Et bien évidemment, toutes les personnes que vous avez l'habitude de contacter pour Nomios sont aussi capables de vous organiser une démonstration, que ce soit de NoName ou d'XM Cyber en direct, des POC si nécessaire, et donc on peut ouvrir des discussions en un pour un avec plaisir. Alors, j'ai une dernière question aussi. Est-ce que cette solution est amenée à être évoluée pour répondre aux besoins de cybersécurité et réglementation de la part de l'ANSSI vis-à-vis des OIV pour leur parc OT et donc avec des éléments Oui. automates? Alors, sur la partie OT, on s'arrête à ce qui c'est le Control and Command System, puisqu'ils sont des OS que l'on supporte. Sur tous les OS qui ne sont pas supportés, en fait, on va considérer le sous-réseau comme l'actif critique. On a commencé, en fait, à voir avec l'ANSSI comment nous faire référencer. On commence aussi à travailler avec des partenaires, notamment pour être installé non pas sur un cloud Amazon, mais sur un cloud type Outscale ou enfin, il y a un autre nom je ne sais plus quoi, et donc ça serait des clouds qui sont 100% ANSSI. C'est quelque chose qu'on est en train de go de cours. Et je pense que d'ici fin Q2, ça sera fait pour au moins être hosté sur des clouds certifiés ANSSI. Très bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont posé des questions pertinentes. Merci à Stéphane, à Ilana qu'on n'a pas entendu mais qui était là, à Maude, à Karl et à Rudy. Merci à toi. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos différents projets. Très bien. Eh bien, au plaisir de vous rencontrer, messieurs, dames. Merci à tous. À très bientôt. Au Bon revoir. après-midi. Au revoir.